Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue à San Francisco. Aujourd'hui, nous parlons de Basic Instinct, sorti en 1992 et réalisé par Paul Verhoeven, avec Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza et Jean Tripplehorn. Je suis Mathieu, et pour le podcast aujourd'hui, vous pouvez m'imaginer assis tout seul sur une chaise, au bout d'une salle, avec les jambes bien écartées, avec un jeans puis un t-shirt. Aujourd'hui, on parle d'un film qui était pas mal controversé là, dans le temps. Aujourd'hui, c'est pas mal coutume, on a des films là, avec de l'ouverture sur la sexualité en masse. Mais c'est comme si un avant Basic Instinct puis un après Basic Instinct. C'est un film qui a été écrit là, dans les années 80. Ça a pas mal toujours été là, le même réalisateur, Paul Verhoeven, qui a été rattaché à ce film-là. C'est le réalisateur qui nous a donné Total Recall quelques années avant, qui mettait en vedette aussi Sharon Stone, et plusieurs années avant, qui nous avait donné Robocop. Puis quelques années plus tard, il nous donnerait des films comme Starship Troopers. Alors, c'est quand même un film qui est assez différent de ce qu'on connaît là, plus principalement là, de ce réalisateur-là, mais ça veut pas dire que le film a pas des éléments qu'on voit pas là, dans ces autres films-là. C'est un réalisateur qui va exploiter là, certaines facettes là, d'un thème, puis des fois il va peut-être aller un petit peu trop loin, mais des fois ça va être pour le film, des fois ça va être un petit peu contre le film, mais c'est son style, puis il a le droit, puis il se distingue des autres réalisateurs avec son genre. Quand je dis il va trop loin, le film a été écrit par un monsieur qui s'appelle Joe Esteraz originalement. Paul Verhoeven, il a demandé de réécrire le film en incluant là, des scènes de lesbiennes. Puis Esteraz, il est arrivé un peu, puis il a dit non, moi je veux rien savoir, c'est un petit peu trop. Ça ne fit pas dans l'histoire. Fait que Verhoeven va avoir demandé est-ce qu'on réécrive le film 4 fois. Par la suite, pour que finalement ils se rendent compte que peut-être que c'était un petit peu trop son affaire puis ça fitait pas dans l'histoire. Fait que finalement ils sont revenus à la base, il a réécrit genre une 5e fois pour revenir au produit original avec quelques petites mini modifications, comme de quoi que il peut au moins se rendre compte que des fois il va un peu trop loin. Puis ça change pas que le film d'aujourd'hui a été assez controversé là, pour ses choix de homosexualité, lesbianisme. C'est pas mal la grosse controverse sur le film. Je vais en parler là, dans quelques minutes, là, mais pour continuer là, sur l'arrière de la caméra. Il n'y a pas grand chose qui est dit là, pour le personnage de Michael Douglas, si mettons on avait envisagé quelqu'un d'autre. Mais Sharon Stone, qui avait quelques films sous la ceinture, mais pas grand film là, de renommée pour elle, là, qui donnait pas de nom. Elle va avoir accepté juste un demi-million pour jouer dans ce film-là. On va se dire, c'est pas beaucoup comparé à la renommée de ce film-là, puis qu'est-ce que ce film-là a remporté. Mais il faut savoir que c'est ça, c'est le film qui a créé Sharon Stone à cette étape-là. Elle avait joué là, genre dans Total Recall de Paul Verhoeven, genre 2 ans avant. Mais avant ça, elle a fait plusieurs films, mais pas mal de films de série B, ou sinon elle avait des petits rôles là, dans les films majeurs. Fait que pour elle, ça a été un bon bargain, un demi-million, pour après ça avoir une carrière où elle pouvait demander pas mal plus que ça par la suite. Fait que elle doit pas vraiment regretter là, son demi-million pour le film d'aujourd'hui. Il y avait quand même autre actrice là, qui avait été regardée là, pour avoir le personnage de Catherine Termel, dont Julia Roberts, Meg Ryan, et même Demi Moore. Mais même si généralement je pense que je les vois pas là, dans le rôle, je ne remplacerai pas Sharon Stone. Je crois que pour pas mal toutes les autres qui avaient été regardées pour le rôle, le nom était déjà pas mal établi pour ceux qui étaient regardés. Fait que sans dénigrer en soi, là, je crois que dans le fond, ça aurait été un mauvais choix pour toutes les autres actrices. Tandis que Sharon Stone, qui est en train d'essayer de monter, justement, elle, ça lui a donné un boost pour sa carrière, tandis que pas mal toutes les autres actrices qui étaient déjà avec un nom, probablement que ça les aurait là,
détruire leur carrière quelque part. Parce qu'il faut quand même voir que Sharon Stone va être quand même exploité là, carrément là, dans ce film-là. Pour le pire ou pour le meilleur, mais c'est pas comme si Sharon Stone elle s'avait pas exposé là, totalement là, dans d'autres films. Fait que en bout de ligne, je pense que toutes les étoiles se sont alignées pour que tout soit bien placé là, pour faire le film d'aujourd'hui. Fait que, pas mal les idées du film, on va parler beaucoup de tentation, de provocation, puis d'exploitation. Au centre, on va avoir pas mal Catherine Tramell, qui est jouée par Sharon Stone. Elle va jouer dans la tête à Michael Douglas là, pour pas mal tout le long du film. Elle va y lancer, là, elle va le tenter surtout, que ce soit des cigarettes, l'alcool, la cocaïne. Elle va le provoquer, si c'est pas sexuellement, elle va le provoquer avec ses habitudes, puis même il y a un bout qui va le fâcher en parlant de sa femme qui s'est suicidée là, quelques années avant. Puis dans l'exploitation, ben, elle va exploiter le personnage là, de Nick Curran, joué par Michael Douglas. Elle va l'exploiter là, carrément là, pour qu'elle puisse écrire son livre. Elle va coucher avec. Elle va le faire réagir, comme j'ai dit, là, avec ce qui a amené au suicide là, de sa femme. Puis elle va jouer aussi beaucoup là, sur le fait là, qu'il a tué des touristes accidentellement là, quelques années avant. Puis elle va l'exploiter à fond. Et tout ça, ça va être mêlé avec une histoire de meurtre que peut-être ou pas Catherine Tramell a fait. On va en reparler un peu dans le scénario, puis peut-être, je dis peut-être un peu, mais dans le fond, ça va être pas mal le central de la conversation d'aujourd'hui. C'est-tu elle, c'est pas elle, mais je pense qu'il y a une réponse assez claire à tout ça. Il y a le personnage là, de Nick Curran, comme j'ai dit, qu'il essaye, dans le fond, de replacer sa vie, mais en bout de ligne, il est juste comme tout le temps tenté là, par Catherine Tramell. Fait qu'il il a vraiment de la misère à replacer ces choses. Puis pendant qu'il est juste en train de tranquillement se replacer un peu, Catherine Tramell, elle va tout bouleverser sa vie, dans le fond. Il y avait beaucoup de problèmes d'alcool puis de drogue, ce qui a amené dans le fond à ce qu'il tue accidentellement des touristes, puis il s'en est rendu compte. Puis même les enquêtes internes, là, ben, il y avait un gros doute, là, mais il essayait d'étouffer les choses. Mais il doit aller voir une conseillère, là, puis il doit tout le temps se faire suivre. Ça tombe que la conseillère en question, Elizabeth Garner, ben, c'est son amante. Il y a déjà eu une histoire avec. Puis elle va être mêlée à l'histoire aussi. Il y a un peu beaucoup là, comme par hasard. Il y a un peu là, des choses là-dedans, là, mais c'est sûr que ça rajoute à l'intrigue policière. Puis on essaye de brouiller les cartes là, tout au long du chemin. Elle, c'est peut-être la meurtrière au final. On va en reparler tantôt, mais son personnage, elle, est plus en train là, d'essayer là, d'aider là, Nick Curran à reprendre le contrôle de sa vie. Là. Fait que c'est pas mal centré là, au total sur Nick Curran et Catherine Tramell, puis leur histoire, puis comment que Catherine joue dans la tête à Curran. Puis comment que Nick Curran, avec tous ses sentiments, puis tout ce que comment que Catherine elle va le manipuler tout le long du film, ben comment que dans le fond il y a la misère un peu de voir clair, autant qu'il pense qu'il voit clair dans l'histoire ou dans l'enquête, ben finalement il est en train en même temps de brouiller les cartes. Ce qui fait en même temps que même nous en tant que téléspectateurs, on comprend pas tout à fait là. Jusqu'à la fin du film, qui est vraiment le meurtrier, qui fait un parallèle avec l'histoire là, de Nick Curran, que tout est brouillé, puis la clarté là, dans l'histoire là, n'est pas à 100% claire. Fait que le film ouvre avec ce qu'il a l'air d'être quasiment des cristaux, dans le fond, des images superimposées, là, qu'on comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe exactement. Là, c'est juste pour entendre la musique de Jerry Goldsmith. Je crois que j'en ai déjà parlé quand j'ai fait le podcast sur Rambo. Jerry Goldsmith, c'est un bon compositeur, tant qu'à moi. Il frappe pas tout le temps les bonnes cordes avec moi, par contre. Comme vous le savez, probablement, si vous regardez les épisodes que
je fais. Là, je fais une série Star Trek là, en même temps là, que je fais des films là, depuis quelques mois. Ce qui dit en soi que je suis un fan de Star Trek. Jerry Goldsmith a composé là, dans la fin des années 70 la tune thème de Star Trek là, qui est devenue la tune thème du film, puis qui est devenue la tune thème de Star Trek The Next Generation. C'est un compositeur qui a de l'impact là, dans cet univers-là, puis qui a même refait la musique là, pour plusieurs films là, par la suite. Mais ça ne fait pas pour moi nécessairement mon compositeur de choix. Puis, tu sais, je suis pas nono, je sais qu'il a fait beaucoup là, pour le cinéma. Je respecte beaucoup le compositeur. C'est juste que je suis pas fan de ses mélodies en soi. Je veux juste que ça soit clair. Je ne vois pas l'attaquer pour rien. Puis je dirais pas que ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est juste que ça frappe pas les cordes pour moi. Quand, en plus, il est très présent dans mon univers où ce que j'écoute souvent. Pourtant, là, c'est ça. Il me laisse quasiment sans émotion. Il fait juste pas frapper. Là, mais, tu sais, comme sa trame de Rambo, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est bien fait. Puis même la musique plus tard dans le film, je trouve qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui ressemblent un peu. Là. C'est son genre un peu. C'est peut-être le genre de Jerry Goldsmith que j'aime le mieux, mais peut-être que quand il est plus dans un mode qui ressemble plus à Star Trek, peut-être qu'il frappe un petit peu moins là, sur mes cordes. Mais en soi, pour le film d'aujourd'hui, c'est quand même une bonne trame. Je veux dire, je l'ai écouté en écoutant le film, là, je me forçais aussi d'analyser Jerry Goldsmith. Dans plusieurs scènes, puis voir qu'est-ce qu'il donnait. Je trouvais que quand même c'était une bonne trame, puis que je vais rajouter dans mes affaires à écouter une fois de temps en temps, que c'était bien intéressant. Mais je crois pas que ça va devenir ma meilleure trame dans les années qui vont suivre. Fait que, après ça, c'est le film qui ouvre proprement. Là. On a une scène d'action. Action, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? On a un couple où on a deux personnes là, qui baisent en malade. OK, ça a l'air bien le fun. Tout ça, puis finalement, la fille, elle va le pas garder avec un pic à glace. C'est peut-être le bout qui est un petit peu moins le fun, là, mais en tout cas, honnêtement, scène quand même assez captivante en partant. On va apprendre là, que le personnage, le gars là-dedans, là, c'est Johnny Buzz, puis il fait pas mal le tout central là, au tout le film. Central, je veux dire, en fait, là, pour l'enquête. Il va faire remarquer que aussi, la fille qui est sur Johnny Buzz, c'est pas Sharon Stone, c'est un mannequin ou une actrice qui joue dans d'autres films. Un peu là, probablement dans des pornos ou quelque chose dans ce genre-là. Là, ils font un peu allusion à ça là, quand on écoute le commentaire du réalisateur. Là. Mais en tout cas, on nomme pas de nom. Là, fait que ce qu'on sait, c'est que c'est pas Sharon Stone. Dans le fond, c'est justement pour qu'on puisse pas savoir c'est qui. Puis que ça nous garde le mystère pour tout le long du film. Mais tu sais, à passer là, toute la scène d'ouverture. Ça ferait pareil. Ils ont l'air à tout s'amuser, ça a l'air d'être bête horrible. Puis c'est ça. Elle qui sort le pic à glace, puis qui le tue là. Il y a juste le petit frame là, où ce qu'on voit que le pic à glace, là, il passe genre au travers de la narine puis dans l'œil, quelque chose de même. Là. C'est une fraction de seconde, là, mais ça fesse. Là. Ça peut quasiment gêner les grands slashers de ce monde, là, comme Michael Myers ou Jason Voorhees. C'est vraiment là, un plan là, qui m'a marqué vraiment. Puis je pense que c'est un peu ça le début du film. On veut quelque chose là, qui vraiment qui fesse. Une scène de sexe qui fesse, puis un meurtre par-dessus ça qui fesse tout bien sanglant, tout ça. Fait que c'est vraiment un intro là, qui est vraiment bien réussi. Je pense qu'il n'y avait pas meilleure manière de commencer le film. Fait que tout de suite, après ça, c'est là où ça coupe. Puis on a tout de suite l'introduction là, de notre personnage principal là, joué par Michael Douglas, Nick Curran, puis son partenaire Gus. Qui est aussi son grand chum, va arriver à la scène de crime. Puis en même temps, on va connaître un peu toutes les autres détectives, puis tout un peu la politique qui se passe au bureau au centre de police.
C'est une scène qui dure à peu près 2 minutes, mais on est tout de suite déjà mis en situation un peu. C'est quand même assez bien pour l'introduction. Ils ont l'air à s'amuser un petit peu trop à la scène de crime. C'est un peu pour montrer que c'est une scène de crime comme un autre. Il n'y a rien de spécial de ça. C'est juste qu'après ça, on va avoir un des supérieurs qui va plus expliquer qu'il va peut-être avoir un petit peu un aspect politique là, avec le meurtre. Que Johnny Buzz, c'est une ancienne rockstar là, des années 60, mais que, en tout cas, c'était quelqu'un là, qui il avait fait là, des dons à certaines places, là, puis en tout cas, il était devenu comme un respectable. Puis que finalement, il va probablement avoir des comptes à rendre. Fait que ça sert un peu à montrer aussi là, le personnage de Nick, puis l'autorité en haut de lui, là, que dans le fond, il faut qu'il l'aille à l'œil un peu. Là. Fait qu'on va savoir tout de suite que Buzz avait une blonde, puis c'est Catherine Tramel. Fait que dans le fond, l'enquête va amener tout de suite à ce que les détectives se ramassent chez elle. Ils vont arriver chez elle, puis finalement, elle ne sera pas là, mais on va avoir l'introduction là, de Roxy, qui va s'avérer être la blonde à Catherine. Fait que déjà là, si on ne savait pas déjà, à partir de là, ça va être révélé un peu plus tard. Mais avec cette scène-là, on voit qu'il y a peut-être un peu des petites complications là, avec le personnage de Catherine Tramel. Puis en même temps, ça nous introduit un nouveau personnage là, qui va embarquer là, dans le puzzle. Là. Et à partir de là, ils sont envoyés à la maison sur la plage, qui est une autre résidence à Catherine. Ils vont la rencontrer là. Tu sais, elle est quand même assez arrogante, dans le fond, là. Mais c'est déjà là où elle est déjà sur le moment d'attaque. Là. Elle aime ça, essayer de comme les provoquer, là, puis lui faire travailler un peu dans la tête. Là. T'sais, même quand ils vont partir de là, il va y avoir Goss là, que son commentaire, ça va être c'est une belle fille. T'sais, c'est pour montrer qu'à quelque part, là, il y a peut-être un peu d'intérêt, mais où l'idée sexuelle a été un petit peu déclenchée là, dans leur tête, si on veut. C'est sûr que Catherine a déjà un peu là, de ciblé Michael Douglas, puis elle va déjà commencer un peu à le gosser. Là. Mais ça va rester là pour l'instant. Fait qu'ils vont retourner au commissariat, puis c'est là qu'on va avoir l'introduction là, de notre dernier personnage principal, l'introduction là, de Beth Garner. Elle, c'est la conseillère à Nick Curran. Puis c'est là où qu'on va apprendre aussi qu'ils ont déjà couché ensemble, puis que Nick a déjà eu des problèmes auparavant, qui buvait, puis qu'il faisait de la drogue aussi. Puis elle, c'est ça, elle va essayer là, de l'aider. C'est sûr que on va comprendre un peu que c'est un peu des formalités qu'elle fait, mais qu'elle va le laisser aller un peu. Là. On comprend tout ça assez bien là, dans cette scène-là. Mais on comprend aussi que elle est en amour avec lui, puis lui, il est pas vraiment en amour avec lui. Là, dans le fond, là, c'est plus du sexe, puis c'est tout. Et ça rajoute quand même au personnage là, de Nick Curran que lui, il n'a pas un passé blanc, puis c'est ça. Il essaie de quand même replacer sa vie, mais ça marche pas tout à fait. Puis c'est ça, dans le fond, avec Beth, il trichait sa femme avec elle, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de sentiment à part amical là, avec elle. Ensuite, il va y avoir comme un peu un recap là, d'où ce que l'enquête est rendue. Puis je dirais que le film commence pas mal là. T'sais, au début, on avait plus l'introduction de nos personnages. On sait à peu près avec qui on va jouer tout le long du film. Mais c'est là où tout commence à s'emboîter ou démarrer. Là. Fait qu'on va avoir, c'est ça, un recap là, de où ce qu'elle est l'enquête, tout ce qui s'est passé là, depuis le début du film. On va apprendre que les parents là, de Catherine Tramel sont morts en 79, puis elle a eu un mari en 84, puis que lui aussi en est décédé. Puis elle a hérité là, de toutes les fortunes respectives là, de ses parents ou de son mari. Puis qu'en même temps, Catherine est auteure, puis elle écrit un livre en ce moment. Qui vient de paraître là, il n'y a pas trop longtemps, puis qu'il y avait un meurtre là, qui était similaire avec le meurtre là, qu'on a vu au début du film. Fait qu'ils vont faire venir un psychologue, puis qui va parler là, de l'étrange coïncidence là, que tout a de l'air à ressembler au livre. Ce qu'il va dire, c'est qu'il y a deux possibilités. C'est que le meurtrière, c'est la personne qui a écrit le livre, puis qui va utiliser le livre comme alibi.
en disant que pourquoi que j'aurais écrit ça dans le livre, puis que pourquoi que je m'en servirais pour faire un meurtre par la suite, c'est un petit peu trop évident. Ou sinon, ben, c'est quelqu'un qui a lu le livre, puis qu'il s'est inspiré de ça pour faire son meurtre. Mais en bout de ligne, si c'est inspiré de ça, ben qui est pas loin aussi là, du personnage de Catherine Tramel, parce qu'en bout de ligne, c'est quelqu'un qui est relié avec elle. Puis au final, ben, la conclusion est que c'est quelqu'un qui est vraiment dangereux et vraiment dérangé qui a fait les meurtres. Fait que jusqu'à date, je trouve que on nous passe le film là, avec des idées quand même assez simple, puis c'est clair. On nous met là, tout ce qui se passe, tout est bien élaboré. On peut embarquer dans les personnages, on peut les comprendre, on peut comprendre aussi où ce qu'on veut s'en aller avec le film. Mais c'est là où ce que ça se complique. Fait que nos deux policiers vont retourner à la maison de Catherine Tramel, puis ils vont ils demander là, de venir au poste pour l'interroger un peu plus approfondi que la petite conversation qu'ils ont eue sur le bord de la plage un peu plus tôt. Puis elle va demander, là, elle va dire ok, c'est beau, elle va les suivre, mais elle va devoir se changer. Puis c'est là où qu'elle va faire un petit peu plus que ce qu'elle a fait là, la dernière fois. La dernière fois, elle les a provoqués un petit peu là, verbalement, ou plutôt peut-être implanter là, des petites idées sexuelles dans leur tête. Ben là, en bout de ligne, elle va s'arranger pour se faire voir une fois qu'elle se change là, de la tête aux pieds, totalement nue. Puis Michael Douglas ou Nick Curran, il est bien possible que pendant le podcast en passant, je dise Michael Douglas puis Sharon Stone, je sais pas, des fois on parle trop vite puis on va déparler quelque part, mais pour moi ça va être Michael Douglas puis Sharon Stone pas mal tout le long là. Mais là, c'est ça, elle va s'arranger pour être vue puis Michael Douglas il va en profiter un peu quand il va voir qu'il est pas bien habillé, mais qu'il est en train de s'habiller. Puis que lui, ben, il peut l'avoir, ben, il va s'arranger pour pouvoir la zioter un peu. Est-ce que c'était volontaire de sa part? Moi, je crois que oui, elle a fait par exprès. Là, placer bien le miroir là, exactement là, pour qu'il puisse l'avoir. Là. Elle va faire comme si de rien n'était en sortant, là, mais en tout cas. Avec tout ce qui va se passer par la suite, je suis pas mal sûr que tout était calculé dans son affaire. Fait que ils vont se diriger là, vers le poste de police. C'est là où elle va quand même encore il fait de la tentation ou le provoquer un peu. Là. Elle va lui dire veux-tu fumer? Il dit non, j'arrête de fumer. Non, c'est juste temporaire, tu sais bien que tu vas fumer encore. Puis, elle fait juste y lancer tout le temps des perches là, pour tout le temps le travailler. Puis que ça soit pas long, puis il va céder éventuellement. Mais elle est toujours en train là, d'y lancer des perches là, pour voir là, à quel point là, qu'il va céder. Fait que on arrive à la scène qui a fait la renommée du film. C'est l'interrogatoire où ce qu'elle va s'asseoir, là, puis elle va répondre aux questions. Elle va pas mal tout le temps ramener ça au sexe, puis toutes des affaires qu'elle aime, puis elle va tout le temps relancer quasiment chaque question sur Nick, puis comme pour tout le temps, là, il lançait une perche, puis le provoquer, puis le tenter, puis en bout de ligne, là, ça va jouer quand même là, sur son personnage. Puis il va avoir la fameuse passe là, où elle va décroiser ses jambes pour les accroiser de l'autre sens, là, puis que on va y voir sa partie la plus intime pour mettre ça poliment. Mais tu sais, on voit aussi que toute la salle là, sont comme toutes agrippées en bout de ligne. Là, sont un petit peu toutes avec des chaleurs un peu. Puis elle, c'est ça. Elle travaille tout le monde en même temps. Tu sais, elle arrive au début, puis elle dit est-ce que ben, tu sais, elle veut fumer, puis elle se fait répondre. Ben, tu sais, c'est un endroit pour non-fumeurs, puis elle dit allez-vous m'arrêter pour ça, tu sais, puis finalement, tout le monde ferme leur porte. C'est bien qu'en bout de ligne, là, elle les a, tu sais. Je sais pas en bout de ligne là, à quel point là, que c'est quasiment réaliste, ça. Je sais quand même que des humains, c'est des humains. Puis même dans la police ou dans pas mal n'importe quoi, ben il y a des affaires de même qui sont faites, puis en bout de ligne, ben il y a du monde que juste pour des affaires de même, ben ils réussissent à sortir là, de ben des situations. Là. Fait que ça reste un petit peu une affaire qui reste un petit peu comme dégueulasse comme idée, là, mais elle va exploiter ça à fond. Là. C'est vraiment bien la manière là, que Verhoeven nous démontre ça là, dans le film. Là.
Fait que l'interrogatoire finit, puis Tramel elle va demander un lift directement à Michael Douglas, puis elle va continuer à le gosser un peu dans le char. Tu sais, quelque part, il va arriver et dire ben, tu sais, je sais juste ce que je sais de l'enquête, puis c'est tout. Tout est professionnel dans tout ce que je sais envers toi. Puis elle dit ouais, ben, tu sais que j'ai pas de petite culotte. Fait que. En bout de ligne, ça résume pas mal tout ce qui vient de se passer. Parce qu'en même temps, là, c'est ça. Elle a commencé à rentrer pas mal là, dans son système. Il va se ramasser au bar après là, pour aller discuter avec son grand chum Gus. Puis il va tout de suite prendre de l'alcool. Il restait le personnage de Nelson là, qu'on n'avait pas vu depuis le début. Ou qu'il était tellement pas important que j'avais pas vraiment remarqué. Lui, ça va être un personnage là, il était un peu sur le dos là, à Curran avant le film. Lui, c'est comme un supérieur ou que là, c'est la police là, qui s'occupe là, des affaires internes. Que tout va bien là, pour la police. Puis que lui qui avait demandé à ce qu'il y ait des suivis pour Curran suite au double meurtre accidentel là, des touristes. Puis il va continuer un peu où il va commencer là, à provoquer Curran parce qu'il prend de l'alcool, puis en tout cas, il voit qu'il y a des choses qui vont pas bien avec, ou en tout cas, il l'aime pas bien. Fait que Garner, elle va apparaître au bar quand même, puis elle va le défendre. Ça va rester aussi que on va comprendre que vraiment, elle qui est incapable de faire quelque chose pour Curran, elle va le faire. Mais je trouve qu'un peu d'un côté, je sais pas comment dire ça fait pitié ou quelque chose de même. C'est qu'en bout de ligne, elle le défend, mais en bout de ligne, est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'être défendu, rendu là? Tu sais, après ça, ils vont partir ensemble, puis, OK, ils vont se ramasser à commencer à faire l'amour, mais finalement, ça va virer en viol. Ça va un peu tout dire un peu sur le personnage de comment que Curran il commence à déjà perdre l'équilibre un peu puis ça va pas bien dans sa tête. Tu sais, elle est en amour avec, mais lui, c'est ça. Lui, dans le fond, il veut probablement se vider carrément. C'est ça pas mal qu'on peut comprendre. Ça devient plus agressif, puis même c'est ça, elle va lui dire non, tout ça, comme je dis, c'est un viol en bout de ligne, puis elle, en bout de ligne, elle est comme pognée un peu entre ses sentiments, puis qu'est-ce qu'elle devrait faire. Mais la scène au total, elle va lui dire qu'elle connaissait Tramel, qui est allé au collège avec, mais qu'en même temps, c'est ça, la scène, on voit que c'est pas une relation saine qu'ils ont entre les deux. Puis je dirais que c'est quand même dommage un peu que Ran il saisit pas l'idée tu sais, à quelque part, parce que OK, c'est beau s'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment envers elle, ça je peux comprendre, mais en même temps, il traite quasiment comme un torchon en bout de ligne. Mais l'autre côté, il est clair que Garner, elle l'aime, puis elle essaye de vraiment le secourir, puis le backer aussitôt qu'il est capable. Puis ça va arriver encore plus tard au courant du film. Puis c'est ça, c'est où ce que dans le fond qu'elle l'avait sauvé aussi dans le bar, puis qu'elle avait essayé de le backer. Fait que, mais je trouve ça spécial qu'on ait un personnage comme Nick Curran, comme un personnage titre qu'on suit tout le long du film. Fait qu'au lendemain matin, il va y avoir des nouvelles preuves qui vont trouver qu'il y a eu un prof que Catherine Tramel était au collège. Il y a un prof qui s'est fait tuer aussi pendant ce temps-là. Fait qu'en même temps, on vient de savoir l'information que Beth était au collège avec Catherine. Puis là, on sait que pendant qu'elle était au collège, il y a eu un autre meurtre. Fait que ça réduit pas mal notre liste de suspects à peut-être Beth ou à Catherine. Mais on se penchera vraiment pas sur Beth en ce moment. Michael Douglas, il est pas mal persuadé que c'est Catherine qui est la meurtrière depuis le tout début. Fait que Nick va décider de suivre Catherine, voir qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée, puis peut en apprendre un peu sur elle. Il va la suivre en auto, puis Catherine, elle va essayer de tout le temps de le semer en voiture. Elle va conduire vraiment dangereusement.
Puis Michael Douglas, finalement, il va avoir comme la misère à la suivre. C'est un peu une métaphore sur le film, quasiment. Là. Il y a comme la misère à la suivre tout le long. Puis suite à tout ça, il va la perdre. C'est quasiment une métaphore sur le film, là. En bout de ligne, qu'il est tout le temps en train de courir après, mais elle a réussi à s'échapper là, de lui, puis elle a réussi à tout le temps là, en faire plus que lui. C'est une manière là, de regarder ça. Il y a juste là-dedans là, qu'on va avoir un peu l'introduction là, de Hazel Dobkins. On va apprendre que Dobkins, elle a tué ses 3 enfants puis son mari là, dans une journée là, comme un autre, là, tout à l'habillé normal, là, puis un bon matin à s'élever, puis quadruple meurtre. Mais, tu sais, la filature qu'il a faite, est-ce que c'était vraiment une question là, de savoir qui c'était ou qu'est-ce qu'elle faisait? Parce qu'en bout de ligne, il va se ramasser quand même chez elle le soir, puis il va plus comme quasiment l'espionner en bout de ligne, là, puis pour voir encore que elle va se dénuder là, en face de sa fenêtre. Est-ce qu'elle savait que Michael Douglas était là? Encore une fois, je serais pas surpris qu'elle savait. En bout de ligne, Nick, il s'est carrément paqué dans son entrée. Fait que, en supposant qu'il a probablement des caméras l'entour de sa maison, voyant les voitures qui sont parquées dans l'entrée, ça n'aurait pas été bien plus cher là, de s'installer des caméras. Puis avec même la grosseur de la maison, je crois que c'est un endroit qui devrait avoir des caméras de toute façon pour la sécurité. OK, peut-être aussi que les portes pour amener au jardin arrière devraient aussi avoir des cadenas. Mais ça, c'est une autre affaire. Là, peut-être que c'est un peu parano là, en bout de ligne, là, mais en voyant là, le monde où ce film-là là, se déroule. Là, peut-être un peu là, de protection qui coûte pas cher serait logique. Mais en tout cas, fait que Nick va retourner là chez Tramel dans le jour, puis il va voir, il va commencer à jaser avec. Puis il va se rendre compte qu'elle a toutes des coupures de journaux à son avec Nick, puis son double meurtre involontaire. Puis tout ce qu'elle a pu trouver là, sur lui pour en apprendre le plus possible. Elle a dit que vraiment, elle va se servir de lui là, pour faire son livre. Puis que, tu sais, lui, là, il est un petit peu trop ensorcelé, je pense, par elle, en bout de ligne. Là. Il essaie de jouer un jeu qui est un petit peu trop dangereux, en bout de ligne. Il veut, comme on dirait, embarquer dans son lit, mais en même temps, il va essayer de garder là, la tête cool, là, mais c'est un peu clair que ça marche peut-être pas là. Hein. En tout cas, elle va dire qu'elle a eu son dossier puis qu'elle connaît pas mal de bord en bord. Puis là, ça va amener là, dans le fond à ce que Michael Douglas là, va péter un plomb. Puis on va apprendre que Garner a dû donner le dossier là, de son comportement là, aux affaires internes. Puis c'est ça, les affaires internes auraient peut-être donné le dossier à Tramel. Puis ça va être comme jamais vraiment vérifié. Là. Mais ça sert à l'interne ou plutôt à l'enquête ou plutôt pour nous un peu de peu brouiller les cartes. Là. Puis en même temps, ça brouille les cartes là, sur Tramel puis sur Garner. Parce qu'en même temps, Nelson, qui aurait peut-être montré le dossier à Tramel, lui va se faire tuer juste après ça. Fait qu'on ne pourra pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé à partir de là. Fait que Curran va être quand même genre le premier sur la liste des suspects. Ils vont faire un parallèle avec la scène qui s'est passée un peu plus tôt avec Sharon Stone. C'est quand même assez drôle, juste le parallèle. En bout de ligne, ils vont quand même comprendre assez rapide là, que c'est pas lui qui l'a tué. Là. Mais il y a le lieutenant Walker, que je n'ai pas parlé depuis le début, qui est le superviseur à Nick. C'est là où il va dire, tu sais, Tramel, elle te joue dans la tête. Là, tu vas devoir le lâcher. OK, si maintenant c'est son supérieur, pourquoi il retire pas l'affaire? Il dit là, regarde, peut-être que tu commences à embarquer un peu trop, puis ça te rentre trop dedans. Puis il aurait peut-être fallu qu'il retire l'enquête à quelque part. Là. Parce que là, on dirait qu'il voit plus clair, puis même son superviseur, il s'en rend compte. Je ne sais pas exactement là, pourquoi il n'a pas retiré l'enquête. Peut-être que justement il y a de la pression lui en haut de lui, puis il veut essayer de régler le dossier le plus rapidement possible. Mais c'est pas tout à fait là, dit dans le film là, pourquoi que
il n'a pas été retiré d'enquête. Et je trouve que ça aurait été à peu près logique. Là. Fait que c'est suivi d'une scène où ce que Trammell va attendre Curran chez lui. Puis, tu sais, c'est là où ce que lui va l'inviter à boire chez lui. T'sais, on voit que ça commence à s'intensifier pas mal entre les deux. C'est juste quand est-ce que ça va arriver. Ça arrivera pas là, mais elle va lui dire où est-ce qu'elle va être ce soir-là, puis que finalement, lui, il va aller la rejoindre. Fait qu'ils vont aller à un rave, puis ils vont juste comme un peu s'énerver, puis finalement, ça va finir qu'ils vont coucher ensemble là, tout de suite après ça. Scène quand même assez explicite. Ça frôle quasiment le porno, là, mais en tout cas, c'est quand même en même temps là, pour montrer là, l'intensité entre les deux, là, mais c'est assez visuel comme scène. Là-dedans, Trammell, elle va quand même jouer avec sa tête, je crois bien. Elle va commencer à l'attacher pareil comme que ça avait été fait au début du film. Puis là, c'est là où on est supposé là, un peu de se poser la question. Est-ce qu'elle va le tuer? Puis finalement, ça va être Gus qui va continuer le film ou quelque chose de même? Finalement, ça va faire la même affaire, mais elle va pas le tuer. Il va rien de se passer dans le fond. Là. Ça va juste être un plaisir seulement. Puis c'est ça, tranquillement, c'est comme si elle y implante l'idée de regarde, moi je ferais pas quelque chose de même, tu sais, je veux dire, on leur passe la même idée, mais tu sais, je suis pas une tueuse, ça fait que c'est ça que dans le fond elle essaie d'y implanter. Elle essaie vraiment de jouer dans sa tête. Là. Puis même en tant que téléspectateur, tu sais, on peut regarder la scène, mettons, que j'avais vu le film avant, ok, c'est beau, je savais qu'elle allait pas le tuer là. Mais en même temps, la manière que c'est fait, avec la musique, tout ça, on peut quasiment croire qu'il va se passer quelque chose. Le montage est quand même assez bien fait. Là. J'en ai pas parlé tantôt. Là, c'est un film que ça doit faire à peu près 20 ans que j'ai pas vu. Là, que je suis pas un film que je suis familier avec. Là. Mais les grosses lignes, là, je m'en rappelle quand même assez bien. Là. Mais c'est pas un film non plus que j'ai vu là, des quinzaines de fois. Là. Je l'ai peut-être vu là, dans son entièreté à peu près 2 fois là, au total avant. Là. Fait que il y a des petites affaires là, qui reviennent. Là, mais la grosse ligne là, de l'histoire. Là, contrairement à ce que je dis là, dans Star Trek, qu'il y a des émissions de Star Trek que j'ai écoutées il y a 2 ans que je me rappelle pas bien. Ce film-là, il y a quand même là, des choses là, que je me rappelle exactement comment tout se passe. Là, je le redécouvre quand même là, avec l'écoute d'aujourd'hui, là, mais pour les grosses lignes, là, les personnages qui meurent et tout ça, là, je me rappelais un peu là, pas mal le déroulement. Là. Fait que tout de suite après avoir baisé, on va comprendre là, que Roxy elle les regardait là, en train de s'amuser. Puis c'est quand même drôle là, de voir Michael Douglas, là, il se lève, puis il est tout bien content là, de son affaire, tout ça, tu sais. Puis il va lui dire, tu sais, regarde, là, c'était la baisse du centenaire, là, puis tout ça. Puis en tout cas, juste voir ça. Là, il va se ramasser sa plage le lendemain, puis il va croiser Roxy, puis il va se penser bien supérieur quasiment, puis ça va y avoir monté pas mal à la tête. Puis elle, Catherine Trammell, elle va comme un peu leur descendre sur terre. Elle va dire, regarde, on a eu du fun, là, mais c'est un bon début, mais c'est tout. Là, fait juste comme comment qu'elle va juste jouer avec un peu. Là. Puis que lui, ça va l'affecter un peu. Là. On va voir un peu là, la manière qui agit, là, qui va réagir à tout ce qu'elle dit. Ouais, mais c'est comme je suis un hot un peu, puis tout ça, il fait comme un peu quasiment s'en monter, tout ça. Mais elle dit, là, non, regarde, c'est tout tu as encore à apprendre. C'est quand même assez drôle quand même de regarder ça. Mais quand on regarde pareil, qu'est-ce que Catherine a fait en bout de ligne, là, est en train de dire, je m'amuse sur le moment, c'est bien le fun, je prends ce que j'ai à apprendre, mais t'es juste un pion en bout de ligne. Utilise ta tête un peu, puis je t'envoie des signes, puis je te le dis carrément en pleine face, je me sers de toi. Mais lui, non, il décide là, que lui, c'est pour l'instant, là, tout commence à marcher un peu de sa manière à lui. Là. Mais on va comprendre aussi qu'il n'est pas fou non plus. Il croit encore que c'est elle la meurtrière. Puis en bout de ligne, il dit, regarde, il va se passer n'importe quoi, je suis en amour avec toi, mais en bout de ligne, s'il faut que je t'arrête, je vais t'arrêter. C'est ce qu'il va dire. Je sais pas exactement s'il va vraiment l'arrêter, par contre. Ça c'est un petit bout là, de coin là, dans l'histoire là, que je suis pas trop convaincu là, que si, mettons, il avait vraiment découvert que c'était elle, je sais pas s'il aurait mis les menottes. Ou peut-être qu'il aurait mis les menottes pour autre chose, mais en tout cas,
ça, je n'irai peut-être pas sur ce terrain-là. Même si je suis déjà allé un petit peu là, dans ce terrain-là. Parce que c'était avec la scène qu'on avait eue là, juste avant, ben, elle n'a pas mis des menottes à Michael Douglas, mais Catherine l'avait quand même attaché à son lit là, pour imiter la scène du début. Puis en même temps, ben, ça montre que c'est elle qui mène. Lui, il est soumis à elle un peu. Là, fait que c'est un peu là, du langage visuel, là, mais c'est ça un peu. Fait que Michael va se ramasser au bar avec Gus, puis Gus, il va apprendre que Nick a couché avec Catherine. Puis encore une fois, ben, on va comme lui dire, là, regarde, là, tu t'en vas un petit peu trop loin là-dedans, puis tu commences à plus avoir tout à fait ta tête là, en bout de ligne. Fait que Gus va partir chaud dans sa voiture. Puis Roxy, elle va prendre. Elle va être en voiture, puis elle va essayer d'écraser Karen. Dans le fond, elle va vraiment comme réussir à y rentrer dedans, puis il va comme faire un saut spectaculaire là, par-dessus la voiture. Mais c'est ça restait un peu là, un mystère, c'était qui conduisait, là, mais finalement, ben, la poursuite va se terminer, là, qu'elle va cracher, elle va tomber là, d'un viaduc, quelque chose de même, là, puis finalement, ben, c'est ça, elle va mourir là. Paraît que dans la poursuite de voiture, il y a un bout où Michael Douglas il monte des escaliers avec sa voiture. Ça a l'air c'est vraiment lui qui a fait ça. Là. Mais en tout cas, je trouve que pendant la poursuite, je trouve ça quasiment drôle que je vois cette petite bout de scène-là. Je veux dire, ça m'a fait bien rire en bout de ligue là, que c'est quasiment ridicule. Là, la voiture, comme elle a de la misère à monter, mais qu'elle monte quand même. Là. Fait que, en tout cas, je trouve ça drôle. Là. Mais je trouve le ton quand même assez bien dans ce film-là. Il y a une couple de fois où on va rire un petit peu, c'est quand même assez drôle, ça va nous faire sourire, tout ça. Ça fait juste un petit peu rabaisser un peu la tension. Puis c'est juste assez, c'est vraiment juste bien parsemé là, au travers du film. Ça devient pas à 100% ridicule. C'est drôle un petit peu, ça c'est peut-être l'affaire la plus ridicule qui se produit dans tout le film, là, mais je trouve qu'à chaque fois là, qu'on a des petits moments là, un peu légers, humoristiques, là, ben, c'est juste bien placé, puis ça détraque pas, là, vraiment pas du film, puis ça fait juste rajouter là, une petite partie, là, puis je trouve que c'est parfait. Fait que Michael Douglas, ben, c'est ça, il va se ramasser chez Catherine après, mais vraiment, elle va être en train d'avoir de la peine, ce qui est quand même normal en bout de ligne. Tu sais, dans le fond, elle va avoir plus de peine pour elle qu'elle n'avait là, pour Buzz au début du film. Là. Fait que elle va quand même expliquer pourquoi, là, en bout de ligne. Tu sais, c'est sa blonde en soi, puis Buzz, ben, c'était plus pour coucher avec, là. Mais en même temps, ça sera pas long, ce que Catherine avait demandé. On peut-tu faire l'amour quand même, tu sais, fait que, tu sais, elle va la rincer quand même assez rapide, là. Fait que c'est-tu la manipulation ou pas, là, je sais pas. Je comprends qu'il y en a qui sont capables de mettre les émotions de côté, puis Catherine Tramel est vraiment capable de mettre ses émotions de côté, là. Mais après ça, elle va faire la révélation qu'il y avait quelqu'un qui a copié un peu. Là. Une fois qu'elle est au collège, elle va s'ouvrir un peu à Nick, puis elle va lancer le nom là, de Lisa Oberman. Puis encore une fois, elle joue dans sa tête, en bout de ligne, parce qu'il est clair que elle voulait que Nick ait l'information. Fait qu'une fois qu'il a l'information, ben, il va s'informer là, sur Lisa Oberman. Puis, c'est ça, il trouvera pas de Oberman. Fait que là, il va aller voir Catherine, il va dire hey, tu me bullshit. Puis elle a dit hey, je t'ai pas dit Oberman, puis il dit Hoberman. Puis il va retourner, puis là, ben, finalement, il va trouver un Oberman. C'est un peu une perte de temps, dans le fond, là. Mais, tu sais, c'est quoi, je sais pas, c'est quoi cet enquêteur-là, rendu là? Il aurait dû demander, là, juste le dossier là, les personnes qui ont gradué en 1983, puis il aurait vu tous les noms, il aurait pu checker là, les Lisa, puis voir les noms de famille. Puis même là, il aurait pu peut-être, au lieu de chercher le nom de famille, il aurait pu chercher les Lisa, puis il aurait tombé avec le nom en soi. Mais là, tu sais, c'est juste un petit peu une perte de temps, là, cette scène-là. Puis peut-être même la mauvaise recherche là, de la part de M. Curran. Fait qu'on va apprendre que Lisa Oberman, c'est dans le fond le même personnage là, que Elizabeth Garner. Ça va s'avérer qu'en bout de ligne, une fois qu'elle a gradué, elle a pris le nom là, de son mari quelques années plus tard qu'elle s'est mariée. Puis que finalement, ben, son mari, une fois qu'il va avoir fait son enquête, on va apprendre que lui, il s'est fait tirer là, il y a environ 5 ans.
puis que dans le fond, l'histoire était bâclée un peu, puis qu'on savait pas exactement qui l'avait tué. Fait que ça fait rajouter, dans le fond, là, plus principalement que notre meurtrière. Là, ça va être Beth Garner et peut-être pas Catherine Tramell. On va avec ça un peu aussi. C'est comme que, tu sais, Curran, il connaît Garner depuis plusieurs années. Puis là, il voit ça, puis là, tout d'un coup, c'est comme s'il est en train de se virer tranquillement là, avec Tramell. Puis il commence à croire que Tramell est innocente, puis c'est Garner qui est la meurtrière. Je sais pas si à quelque part ça sort bien à l'écran. Il va nous dire ça, mais à quelque part, j'essaie de garder le film là, comme si c'est la première fois que je l'écoute. Mais je trouve que Garner ajoute très bien son jeu. On va essayer là, de nous montrer que peut-être qu'elle est psychopathe aussi, là, que c'est elle la meurtrière dans le fond, mais je trouve que ça ne sortira pas du tout dans le personnage là, de Garner. Fait que éventuellement, Catherine Tramell elle termine son livre, puis elle n'a plus besoin de Michael Douglas ou de Nick Curran. Puis elle va carrément dire d'en face, regarde, j'ai fini mon livre, ok, puis j'ai fini d'avoir besoin de toi, puis là j'ai plus besoin de toi, puis dégage. En bout de ligne, c'est pas mal ça quasiment qu'elle dit assez froidement. Lui, il va comme être dévasté de tout ça. Ben, c'est quand même assez normal en bout de ligne, là, mais c'est comme il a comme envoyé des signes tout le long, puis il dit garde, je vais t'utiliser, puis je vais t'utiliser. Elle joue vraiment bien ses cartes, puis le personnage est tellement bien écrit pour jouer là, contre le personnage de Nick Curran. Je trouve que tout est bien écrit en bout de ligne, là, puis les acteurs ils jouent bien leur rôle pour tout passer ces idées-là. Mais ça allait juste avant qu'elle le foute dehors. Il va y avoir Nick qui va apercevoir que son livre est en train d'imprimer, est en train d'imprimer un brouillon, quelque chose de même. C'est là que tout s'est fait en quelques heures, faut croire. Elle a la façade de son livre, puis le script est imprimé, pas le script mais l'histoire. Fait que faut juste voir quand même là. Puis c'est quand même bien fait parce que ça se lit tout de suite. Là. C'est comme t'essaies de voir qu'est-ce qui se fait imprimer, puis on voit comme partner, puis se fait tuer dans l'ascenseur. Pourtant, il y a à peu près 60 mots qui vont nous dérouler à l'écran, mais on dirait que ces mots-là ressortent un peu mieux. Je sais pas pourquoi, là, en tout cas. Fait que ça laisse, dans le fond, prédire qu'est-ce qui va se passer là, dans les scènes suivantes. Gus va aller ramasser Curran. Puis là, Gus va dire hey, il y a une fille qui m'a appelé, puis était la coloc des deux filles dans le temps, puis elle va pouvoir parler un peu de ce qui s'est passé dans le temps. Fait que il dit regarde, t'as juste à attendre dans l'auto, puis moi je vais aller voir la personne m'aller l'interroger, puis je vais revenir. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré, là? Je sais pas exactement. En bout de ligne, Nick, il s'est fait finalement retirer l'affaire là, suite au meurtre pas au décès de Roxy. Roxy, on avait appris par la suite là, qu'elle avait tué là, ses deux frères. Là. Mais en bout de ligne, il était retiré là, de la liste des suspects là, pour le film. Là. Ça aurait été bon qu'on sache un peu à l'avance que peut-être elle aurait pu être dans la liste des suspects, mais tu sais, elle était éliminée quand même assez rapide, là, mais en tout cas. Fait que le gars, il va prendre l'ascenseur, puis il va se faire tuer en sortant de l'ascenseur, pareil comme que Nick avait lu là, sur les feuilles en sortant de l'imprimante. Puis c'est ça, pendant ce temps-là, Nick il pense dans la voiture, puis là, tout d'un coup, il est en train de reflasher tout ça là, dans sa tête, puis il allume que il a lu que son partenaire allait se faire tuer en sortant de l'ascenseur. Fait qu'il naturellement, il arrive un peu trop tard. Puis comme par hasard, Garner est là sur place. Curran, il va la tirer juste par le stress, dans le fond, là, elle a la main dans les poches, là, puis finalement, il va la tuer mortellement tout de suite, là. OK, c'est quand même un peu drastique. Qu'est-ce qui s'aurait passé exactement s'il l'avait pas tué, là? Il aurait peut-être tiré dans l'épaule, là, genre à peu près 3 cm à côté, là. Au lieu de la tirer en plein cœur, là. En tout cas, peut-être un petit peu trop bien calculé, là, dans le gros plan machiavélique, là, de Catherine. Mais c'est là où peut-être qu'on va pouvoir s'astiner à savoir est-ce que c'est Catherine ou c'est Garner la meurtrière. Là, ils vont trouver que
la raison pourquoi Guy Garner était là, ben, elle avait dit qu'elle avait eu un message sur sa boîte vocale. Mais le message sur sa boîte vocale, il n'y avait aucun message, puis elle avait jamais été utilisée, sa boîte vocale, ça a l'air. Fait que ils trouveront pas le message, fait qu'elle elle s'est ramassée là. Je sais pas, peut-être que la cassette avait été remplacée ou c'était une autre machine qui avait été mis en place. On va avoir aussi appris que la maison ou l'appartement de Gardner, sa serrure était brisée, fait que Catherine elle pouvait rentrer dans son appartement puis tout mettre en place là, les choses là, pour pouvoir inculper le Gardner. Il y a juste des choses que je me pose comme question. Si, mettons, il y en a qui croient encore que c'est Garner, la meurtrière, ben, quelque part, ils n'ont pas regardé s'il y avait des empreintes sur le pic à glace. Sur le pic à glace, on voit très clairement que la fille, elle n'a pas de gants, elle l'a vraiment à main nue. Fait que ça veut dire qu'il y a des empreintes dessus. Puis on va jamais en faire mention des empreintes. Puis aussi, à quelque part, si c'est Garner, ben ça veut dire qu'elle a enlevé, elle s'est changé son linge, elle a laissé là, un manteau de police avec une perruque blonde. Tu sais, dans le fond, c'est juste pour la caméra, pour nous autres, dans le fond, parce qu'en bout de ligne, personne l'a vu qu'elle avait une perruque blonde puis qu'elle avait un manteau. Il n'y a personne de vivant qui a réussi à voir la meurtrière. Mais en bout de ligne, elle aurait comme le bras tout en sang. Puis, quelque part, il aurait fallu qu'elle prenne à peu près 20 minutes là, dans la salle de bain pour se laver les mains, puis qu'il n'y ait plus rien là, en fait de sang sur elle. Fait que ça aurait été assez évident quelques secondes plus tard que c'était elle la meurtrière ou pas. Mais on n'en fera pas mention du tout dans le film. Là. Ou peut-être encore une fois que peut-être les policiers, ils sont pas bons. Faut peut-être le dire. Puis, je dirais que c'est un peu là la faute du film. À quelque part, là, il essaie de nous passer des affaires, là, mais je pense qu'on dirait que ça fait 2 heures là, que le film il fonctionne, puis que là, on essaie là, d'un peu bâcler un peu à la fin. Là. Mais on va nous donner quand même une réponse finale. Là, Trammell va attendre Curran chez lui. Puis, naturellement, ben, quand ces deux-là se ramassent dans une salle là, depuis la dernière heure, ben, ils se ramassent toujours au lit, puis on a encore une autre belle scène de les deux qui s'amusent. Puis c'est là où, dans le fond, l'argumentation va commencer. Est-ce que Catherine est la meurtrière ou pas? Parce que on va apprendre qu'il y avait un pic à glace en dessous du lit. Moi, je crois que c'est assez évident que peut-être qu'elle voulait le tuer là, mais que finalement, ben, elle a cédé à lui en bout de ligne. Elle aussi est tombée en amour avec lui, puis qu'elle a trouvé son ego un peu, Mais il y avait un peu une histoire parallèle là, où il parlait là, du script là, du livre. Elle a dit qu'à la fin de son livre, le policier se fait tuer parce qu'il est tombé pour la mauvaise fille. Ou plutôt, son enquête a terminé puis qu'il n'a pas trouvé c'était qui la meurtrière. Puis la meurtrière, si c'était elle, ben tu sais, il n'est pas arrivé à elle. Mais à quelque part, je suis pas mal sûr, à quelque part. Puis je sais pas si dans les regards là, de Michael Douglas ou la manière que tout est filmé puis c'est monté, j'ai comme jamais l'impression que Michael Douglas il est certain que c'est Garner qui a tué tout le monde là, dans tout le film, que c'est elle la meurtrière. J'ai comme pas l'impression là, qu'il comprend ça. Puis j'ai comme vraiment l'impression que la manière que tout se déroule, qu'il y a quand même encore un doute là, que c'est Trammell la meurtrière. Je sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que quelque part il l'épelle ou quelque chose de même là, pour que je croie plus. Puis je me dirais que c'est peut-être à cause de ça qu'en bout de ligne, elle aussi, elle sait qu'il sait que c'est elle, mais dans le fond, il préfère baiser avec elle que l'envoyer en prison. Mais qu'est-ce qui se passe après? Peut-être qu'elle voulait un dernier petit coup, puis après ça, elle va le tuer tout de suite après. Je le sais pas. Il faudrait peut-être qu'il y ait une suite au film pour qu'on suive la suite. Ah, il y a une suite? On va en parler dans quelques minutes. Fait qu'en conclusion, c'est un film qui il y a quand même des idées claires. Ils vont quand même forcer beaucoup sur l'emphase là, de la relation entre Catherine et de Nick, voir comment tout qu'elle est capable de manipuler tout le long. Pour la totale, je trouve que tout est bien ficelé. Là. Les deux acteurs les font très bien leur job. Je dirais qu'à quelque part, il y a un petit bout là, où ça commence à manquer un peu de vapeur, par contre. Si un bout, on veut essayer d'augmenter là, la chaleur en montrant toutes des scènes de sexe vers la moitié du film,
Et après un bout, ça maintient plus un peu. Vers à peu près là, à 1h30 du film, là, il y a peut-être un 15 minutes là-dedans, là, quand on commence à embarquer un peu là, dans l'histoire, là, que c'est peut-être bête la meurtrière. Là, tout dans cette section-là du film, là, c'était peut-être un peu non nécessaire ou il y avait peut-être une autre manière d'apporter ça. Mais je trouve que le film là, perd un peu là, ses pattes là, dans cette section-là. On a joué beaucoup au chat et la souris là, tout le long du film. Puis là, on part un peu dans une autre direction, puis le film perd un peu son focus là, à cet endroit-là. Peut-être que couper un 15-20 minutes là, du film, peut-être que ça l'aiderait beaucoup au film. Mais ça ne vaut pas, c'est pas quelque chose qui va détruire le film en soi parce qu'il reprend quand même assez rapidement ses pattes puis pour la finale. Mais comme je dis aussi, la finale, c'est pas quelque chose qui réussit à bien tout reficeler bien à la fin. Il reste encore quand même beaucoup de questions qu'on peut se poser là, pour vraiment réussir à inculper Gardner définitivement. Mais encore une fois, je pense qu'il essaie de comme bâcler tout à la fin. Puis en bout de ligne, on a la réponse qui nous est donnée par la suite. Là. Mais tu sais, on a un montage de genre 5 minutes, là, puis tout d'un coup, là, il essaie de nous envoyer toutes les preuves au complet, comme pour montrer là, que c'est Gardner. Qui a tué tout le monde. On va être dans son appartement, puis on va voir toutes les photos qu'elle a gardées là, de elle, puis Catherine Tramel, puis pour montrer qu'elle est obsédée là-dessus, puis qu'elle a les livres. Mais en bout de ligne, quand on a vu l'autre côté, qu'il y a le script du livre qui est imprimé quelques heures avant que le meurtre soit fait, Garner, elle pouvait pas avoir lu le livre, fait que donc c'est pas elle la meurtrière, c'est certain. Fait que juste avec cette scène-là, on sait que c'est Catherine Tramel là, qui a tué tout le monde en bout de ligne. Puis il s'agit que dans le fond, une journée ou deux plus tard, ben il y en a un qui arrive puis qu'il regarde les empreintes là, sur le pic à glace que tu es gosse, ben ils vont trouver que c'est pas les empreintes à Garner qui sont dessus. Fait que le film, je vais l'endosser. C'est un film qui vaut la peine là, à être vu. C'est pas le plus grand des verres. Là, je veux dire, c'est juste un verre normal. Là. Il fait pas de mal, là. C'est un film qui est le fun à revisiter. Je l'ai pas visité là, dans le fond là, dans les 20 dernières années. Puis ça m'a pas fait de mal nécessairement. Puis ça va prendre encore une bonne couple d'années avant que je la revisionne. Mais quand même de voir comment que l'histoire a été bien écrite, là, je trouve que c'est bien le fun. C'est juste que quand on connaît un peu le déroulement puis comment que tout se résout à la fin, c'est sûr qu'une fois que c'est vu, ben c'est un petit peu plus dur à réécouter. Là, pour l'avoir une deuxième fois tout de suite après, juste au moins pour voir comment que tous les liens sont faits. C'est correct, là, mais il n'y a pas vraiment de raison de réécouter le film là, suite là, pour essayer de mieux comprendre le film une fois qu'on vient de le voir. Il n'y a pas vraiment là, de grosses révélations au deuxième écoute. Là. Alors, 14 ans plus tard, en 2006, on a le réalisateur Michael Caton Jones qui nous avait apporté des films comme Le Chacal, Rob Roy ou même Doc Hollywood dans les années 90. Que lui, il était apporté là, pour nous donner une suite au film de Basic Instinct. On a Basic Instinct 2 qui a vu le retour de Sharon Stone. On avait les acteurs David Morrissey, David Thewlis et Charlotte Rampling comme distribution principale. J'ai écouté le film pour le podcast, quand même pour juste me replacer en contexte suite à l'autre film, puis juste voir qu'est-ce que ça donne. Le film va pas aller du tout dans la conclusion du premier film. On va à peine faire allusion au personnage là, de Nick Curran. On va en parler, juste comme pour faire l'historique du personnage, mais jamais de point définitif là, où est-ce que le personnage s'est ramassé, il est-tu mort ou il est pas mort. Ça reste ambigu, on peut se dire n'importe quoi là, à partir de là. On va avoir un film qui va être peut-être, je vais dire que c'est un petit peu plus un Basic Instinct, mais plus atténué.
Tu sais, le Basic Instinct original, on part avec la scène de sexe intense puis le meurtre. Ben, on a remplacé ça dans le nouveau film avec Sharon Stone qui est avec quelqu'un puis qu'elle va à genre 175 km/h. Elle va très vite là, au centre de Londres. Puis finalement, ben, elle va faire un accident peut-être volontaire ou pas. Puis elle va tomber dans la rivière. Puis finalement, ben, le gars, il va se noyer, puis elle va réussir à s'en sortir. Ça va être un peu là, la base du film, mais on voit que c'est pas aussi intense que le film original, puis c'est pas mal le film au complet, là, c'est ça, c'est Basic Instinct, mais un petit peu moins intense. On a moins de violence, on a moins d'érotisme. Ça veut pas dire que c'est un film qui est moins bon. Je l'ai trouvé quand même pas si pire. C'est un film qui est très mal vu. Puis même quand j'y pensais par la suite, ben je pensais pas très très bien du film. Mais je le trouve pas si mauvais que ça là, après l'avoir écouté. On a le personnage là, de Michael Glass. Ben, dans le fond, si on regarde le nom Michael Glass, Michael Douglas, là, ça ressemble pas mal. Dans ce film-là, c'est un docteur, ou plutôt un psychothérapeute. Puis, il va avoir Catherine Tramell comme patiente. Ça va commencer avec le début, dans le fond, qu'il va falloir qu'elle approuve son innocence due au meurtre du début, ou plutôt l'accident du début, de prouver que c'est un accident, puis qu'en bout de ligne, ben, elle voulait pas le tuer. On avait vu un peu au début là, qu'elle avait essayé de le sauver là, en essayant de détacher sa ceinture, mais finalement, ben, elle n'a pas réussi, puis finalement, ben, le gars s'est ramassé au fond. Mais, après 10-15 minutes, ben, tout ça est tombé. Elle a réussi à prouver son innocence, puis lui, il va décider de la suivre comme patiente après qu'elle s'est dit que peut-être que elle veut en faire, peut-être qu'elle aime trop ça, puis finalement ça coûte des vies. Comme si elle a une prise de conscience, c'est un petit peu nono, mais en bout de ligne, elle veut plus rentrer dans sa tête à lui, puis un peu l'écœurer. C'est un peu comme le premier film aussi. Après ça, elle se remet à écrire un livre, puis elle va se baser sur lui pour faire son nouveau livre. Puis le narratif, ben, on va le voir un peu là, vers la fin, là, comment que le film se déroule. À la musique, on devait avoir Jerry Goldsmith, mais Jerry Goldsmith est décédé un peu avant le tournage, fait que on a remplacé la musique par John Murphy. La musique est correcte, sans plus, je vous dis, dans le fond, là, c'est pas mal un copier-coller là, du premier film. Fait qu'il n'y a pas nécessairement là, rien à tout casser. C'est juste correct pour le film. On se garde dans le même univers. Comme film, c'est un film qui a un genre de punch à la fin. Ça, c'est un petit peu différent là, du premier film. On n'arrivera pas à la fin, puis juste comme un film policier. C'est plus qu'à la fin, on a un punch, puis après ça, on nous dévoile tout le film d'un autre point de vue. L'idée était quand même de montrer que on pouvait penser que ça allait être Catherine Tramell là, qui a fait tous les meurtres là, pendant le film. Ben, on va apprendre à la toute dernière scène du film que Catherine Tramell, dans le fond, elle avait joué assez dans la tête à Michael Glass pour que ce soit lui qui fasse tous les meurtres qu'on a vus pendant tout le film, puis qui s'avait servi là, de Catherine Tramell comme genre d'alibi, ou plutôt là, pour l'influencer à faire ses meurtres. Mais c'est ça y est retombé comme d'en face, puis finalement, ben, il est enfermé là, pour la fin du film. Il y a un bout où on peut écouter le film en se disant ben ça n'a pas de maudit bon sens, qu'elle est tellement embarquée dans sa tête qu'en bout de ligne, elle est allée tuer du monde que ça n'a quasiment pas de sens là, qu'elle connaisse, mais finalement on apprend qu'elle les connaissait toutes quand même. Puis même il y a un bout où on se dit là, c'est vraiment trop, mais ça colle rendu à la fin. En tout cas, grosso modo. Je dirais que le film, je vais lui donner une cote de jaune, jaune orangé, là, sans qu'il devienne rouge. Il est pas si pire que ça. Après avoir écouté le premier film, c'est comme un peu un épilogue, mais ça aurait pu vraiment être autre chose. Puis honnêtement, je pense pas qu'on avait vraiment besoin là, d'une suite à Basic Instinct original. Le film n'a pas eu de succès, puis dans le fond, on avait planifié peut-être avoir un Basic Instinct 3. Ça allait peut-être être réalisé par Sharon Stone, mais puisqu'il était vraiment une bombe au box-office,
on a tout éliminé. Puis, tant qu'à moi, c'est un projet là, qui était donné là, aussitôt qu'on a commencé à penser à le faire, puis que ça soit dans les premières années. C'est un film qui devait être sorti là, en 2000, mais Michael Douglas, lui, il avait refusé de prendre le rôle. Là. Il jugeait qu'il était un peu trop vieux pour prendre le rôle. Puis je me dis, peut-être qu'on aurait dû carrément là, arriver puis se dire, OK, c'est beau, on le fait plus. Peut-être qu'on pouvait faire une suite des histoires là, de Nick Curran et Catherine Tramell, voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire par la suite. Mais là, on n'a pas Michael Douglas. On a le film qui continue avec Sharon Stone. OK, c'est correct. Je veux dire, c'est comme un peu là, le personnage emblématique là, de la série de Basic Instinct. OK, mais il faut avoir la contrepartie. Pas que David Morrissey est si pire que ça, mais peut-être qu'on aurait dû avoir plus de Sharon Stone dans le film, qu'on mette vraiment tout le film sur ses épaules à elle. Peut-être remettre ça sur la tête d'un autre. Mais ça le fait pas, comme j'ai dit, un film si pire que ça. Je pense qu'on avait un peu trop d'attentes ailleurs. Mais c'est un Basic Instinct là, atténué. Puis si on devait rester là, avec un des deux ou les deux, moi je dirais restez juste vraiment avec le premier film. Si vraiment le deuxième pourrait vous intéresser, vous êtes attiré par. Vous n'allez pas en mourir, mais c'est vraiment un film là, qui est vraiment basique. Il n'y a rien à apporter de plus. Puis je reste quand même avec l'idée. Pourquoi est-ce qu'on a fait une suite à un film qui normalement ne devrait pas avoir de suite? Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, en plus là, d'arriver à la deuxième saison là, de Star Trek Discovery, ça va être dans 3-4 semaines. Pas mal en même temps, je vais commencer une genre de rétrospective fermée sur l'univers de Conan ou les œuvres là, de Robert E. Howard. Il y a 6 films là-dedans. Fait que vous pouvez me suivre là, en faisant Conan le Barbare de 1982, sa suite en 84, le film de Sonia la Rouge ou de Calidor qui est sorti l'année suivante en 85. Une dizaine d'années plus tard, on avait le film de Cole qui est sorti parce que Arnold n'avait pas repris le rôle de Conan. Une dizaine d'années plus tard, on a le film de Solomon Kane qui est un autre personnage dans l'univers de Conan. Et finalement, on va terminer par le reboot de Conan en 2011. C'est une rétrospective fermée, mais en cet instant là, de cinéma fermé, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir, aussi bien faire quelque chose qu'on sait qu'il n'y aura pas de sortie, puis qu'on a juste pas de nouveaux objectifs, puis on fait juste faire la série juste pour le fun. Fait que vous pourrez écouter ça là, dans quelques semaines. Et même, je devrais revenir aussi entre-temps avec la série des vendredis 13, là, avant d'entamer Conan le Barbare. Alors d'ici là, je dois vous laisser. J'ai une écrivaine qui est dans mon lit. Elle écrit une histoire sur un podcasteur qui rencontre une fille, puis après ça, elle doit le tuer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.